Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler des marges passives qui sont en fait les frontières continentales et océaniques où il n'y a ni activité sismique ni activité volcanique. Au niveau d'une marge passive, on va retrouver le plateau continental qui est recouvert d'une faible épaisseur d'eau, le talus continental caractérisé par une forte pente, le glacis continental avec zone de transition entre la croûte océanique et la croûte continentale, et enfin la plaine abyssale. Si je réalise un profil sismique au niveau d'une marge passive, je peux voir que le socle cristallin est parcouru par de nombreuses failles normales et je peux voir aussi des accumulations sédimentaires assez importantes. Ce schéma d'une autre marge passive montre bien donc les failles normales ici, qui donc séparent des blocs de socle cristallin qu'on appelle des blocs basculés parce qu'on voit bien qu'ils ne sont plus à l'horizontale, et puis des accumulations sédimentaires importantes. Alors les sédiments, il y en a de trois types. Il y a des sédiments qui sont solidaires du socle cristallin, parcourus eux aussi par les mêmes failles, c'est ce qu'on appelle des sédiments pré-rift, pardon. Il y a des sédiments d'épaisseur variable, ici, en bleu et en vert. Ce sont des sédiments qui se sont déposés au moment de la formation de la marge passive, ou des sédiments sin-rift, et puis des sédiments qui recouvrent tout ce qu'il y a en dessous, sans aucune considération. C'est ce qu'on appelle des sédiments post-rift, qui se sont déposés une fois la marge passive éloignée de la dorsale. Alors, comment va se mettre en place une marge passive? Eh bien, tout commence par des réactions de fusion nucléaire, de fission nucléaire au niveau du noyau. Et ça va entraîner une remontée de matériel chaud qui va donc dilater en surface la lithosphère continentale qui va se gonfler et qui va craqueler avec des failles normales qui apparaissent. Mais la lithosphère continentale étant relativement épaisse, les courants chauds sont bloqués et vont donc diverger, créant ainsi des forces qui vont étirer et amincir la lithosphère continentale. Cet amincissement va entraîner l'apparition de blocs crustaux qui commencent donc à basculer. Puis, l'amincissement continuant, la lithosphère continentale va devenir de plus en plus mince et on va avoir donc des eaux marines qui vont envahir ce rift qui était continental et qui commence à devenir marin. L'amincissement continuant, eh ben, le matériel remontant de la sténosphère va remonter de plus en plus haut, la pression ici diminue et du fait de la diminution de pression, la roche va commencer à fondre partiellement, ça va être la naissance d'une chambre magmatique. Pendant ce temps-là, les premiers sédiments Saint-Rift commencent à se déposer. La chambre magmatique agissant, elle va déposer les premiers basaltes qui vont donc commencer à créer de la croûte océanique pendant que la sédimentation continue. Puis, la croûte océanique va commencer à s'écarter, à s'agrandir. On voit ici qu'au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de la dorsale, elle va s'épaissir et elle va aussi se refroidir. Comme elle refroidit et qu'elle s'épaissit, on va voir que cette lithosphère océanique va voir sa densité augmenter du fait du refroidissement, voit son épaisseur augmenter considérablement, là aussi toujours du fait du refroidissement, hein. Ici nous avons la thermocline à 1300 degrés qui sépare la lithosphère de la sténosphère. Donc lorsque la lithosphère océanique est suffisamment vieille, sa densité devient supérieure à la densité de la sténosphère. Elle va donc commencer à s'enfoncer, c'est ce qu'on appelle la subsidence.